Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Pour mon retard, je n'ai pu assister à la première communication parce que mon avion a été retardé par les intempéries. Je voulais bien entendu remercier vivement Alette Jourdan, car sans elle, effectivement, ce réseau n'aurait vu le jour et elle est l'illustration même que le travail opiniâtre vient à bout de tout et que surtout, cette mise en réseau, comme vous le soulignez très justement précédemment, va, à n'en pas douter, profiter à des institutions qui avaient été reléguées à un second plan pendant trop longtemps. Et je vous propose, ma communication aura une approche qui sera plutôt celle d'une étude de cas, d'envisager le cas du musée provençal à Marseille, qui est un musée qui n'est pas encore labellisé Musée de France, qui n'est pas encore même protégé au titre des monuments historiques, alors que tout ou partie de ces espaces pourrait peut-être y prétendre. Mais surtout, c'est un musée qui se signale par un fonds textile pléthorique, qui a été en partie valorisé jusqu'à présent, mais qui souffre d'un important déficit bibliographique et qui surtout n'a pas bénéficié de la mise en place d'un plan de conservation préventive depuis des décennies. Et par conséquent, ce fonds, qui est extrêmement protéiforme, nous le verrons, est en train de connaître une remise à flot considérable qui s'associe et qui se dédouble d'une revalorisation muséographique qui est activement soutenue par le département des Bouches-du-Rhône, qui est notre partenaire principal, mais aussi la région Sud et la ville de Marseille, trois collectivités qui nous offrent un soutien extrêmement étroit et extrêmement précieux dans les temps où nous nous trouvons. Alors, rapidement, parce que la collection que je vais vous présenter, évidemment, non pas de manière exhaustive, mais dans les grandes lignes et selon différentes approches, cette collection est indissociable d'un contexte et ne peut s'apprécier qu'à l'aune de la collecte et de la constitution qui a été patiemment réalisée par le couple que voici, Jean-Baptiste et Alphonsine Julien Pignol, deux notables marseillais qui ont envisagé au début du XXe siècle la création à Marseille d'un musée qui se voulait être le frère du Muséum Arletin. Assistant en effet à l'inauguration du Muséum Arletin en 1904, ce couple a souhaité, à partir de sa maison familiale, de la maison natale de monsieur, dans le village de Château-Gombert, qui était alors totalement distinct, qui était un noyau villageois isolé, distinct de la ville de Marseille, quoique faisant partie de son territoire, de son terroir, ce jeune couple a entrepris une remarquable collecte et également une politique d'acquisition importante qui a concerné même les locaux du musée à proprement parler, puisqu'à la faveur d'une patiente politique d'acquisition, ils ont remembré un nombre très considérable de maisons, 14 maisons du vieux village, ils ont relié entre elles et ils y ont aménagé un musée qui n'est pas des moindres, puisqu'il est aujourd'hui le deuxième musée d'ethnographie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il totalise quand même près de 8000 items et 2700 mètres carrés. Donc voilà un peu le monstre que représente Château-Gombert, inauguré, comme en témoigne cette photographie, en 1928, en présence de très nombreux Provençaux, et les bâtiments sont extrêmement complexes et, vous le verrez, ont une importance particulière, en tout cas fondamentale quant à la présentation des textiles, puisqu'à partir de la maison natale du fondateur, qui est sur la vignette de l'angle supérieur gauche, ont été en effet remembrés toute une série d'îlots qui ont été exhaussés, surhaussés, modifiés, dotés de façades parfois néo-renaissance et d'un éclectisme tout à fait curieux, et qui, vous le voyez, montrent que la constitution de ces bâtiments, au goût volontiers pittoresque et, ne nous cachons pas, volontiers kitsch, mais enfin nos successeurs diront que c'était très bien, il est évident que ces bâtiments ont connu de lentes évolutions, puisque au cours du XXe siècle, l'accroissement de la surface et l'érection des corps de logis ont permis au musée de totaliser les 2700 mètres carrés que j'évoquais. En outre, ce bâtiment est complété d'infrastructures où le textile était présent, et en particulier d'un théâtre de plein air qui, en 1928, avait été destiné à des manifestations à caractère folklorique, ce qui n'existe pas au Muséum Arletin, qui en inspira très directement la Fondation. Le musée de Château-Gombert avait toute une série d'espaces récréatifs où les collections et les personnes qui fréquentaient ce musée devaient donner un caractère très vivant et très didactique en 1928 à l'objet même du musée, qui était un musée d'art et tradition populaire, se voulant être à Marseille le pendant du Muséum Arletin, en tout cas une sorte de bis repetita du Muséum, mais en Provence-Maritime, et avec du coup un contexte et un ancrage territorial assez différents de la Provence rhodanienne. Aujourd'hui, voici une vue
un plan des espaces, d'une partie des espaces d'exposition, et en particulier, vous le voyez, des futures séquences muséographiques qui sont en train d'être aménagées ou qui ont déjà été aménagées dans les bâtiments. Il est à noter que ce bâtiment n'est pas encore doté d'une accessibilité ERP. Nous avons demandé un déclassement de catégorie parce que vous voyez que les escaliers, les volets d'escalier et les cages sont nombreuses, mais surtout, il comprend plusieurs sections, c'est-à-dire la maison natale du fondateur, une première section comprenant des dioramas, comme au Muséum Arlatin, où vous verrez, le textile était roi il y a un siècle et où, désormais, pour des raisons de conservation, leur présentation sera beaucoup plus parcimonieuse. Une troisième séquence est constituée de salles de réception et d'apparats où toute la difficulté est de mettre à distance le public vis-à-vis des œuvres et de conserver malgré tout une fonction didactique à ces pièces et parfois récréative. Et puis enfin, toute une série de salles d'exposition qui vont être restaurées dans une tranche 2 en 2024 et 2025. Vous avez actuellement, à l'heure où nous parlons, la moitié du musée qui a connu une restauration, et une restauration nourrie par des sources documentaires et iconographiques d'une très grande richesse, puisque, par chance, les archives de ce musée ont été patiemment conservées et surtout rassemblées dans des chemises par mes prédécesseurs, qu'il a fallu trier, mais dans lesquelles on a pu trouver des matériaux très intéressants pour guider la restauration. Et en particulier, j'appelle votre attention sur cet opuscule qui fut rédigé par le fondateur du musée lui-même en 1948. Cet opuscule présente la particularité d'offrir, dans une première partie, une sorte de projet scientifique et culturel abrégé, lui permettant de montrer à quel point il souhaitait que ce musée provençal soit un pendant du musée Arlatin, mais version Marseille. Et puis d'autre part, il dresse un catalogue, alors qui est un inventaire à la Prévert bien sûr, qui n'est pas du tout normatif, un catalogue des collections qui, vous le voyez, est un catalogue d'une précision extrême, puisqu'il mentionne le contenu des meubles, des tiroirs, des vitrines, localisant les vitrines, ce qui nous permet, en croisant les sources photographiques que nous avons, les coupures de presse, mais aussi toutes sortes de supports, eh bien d'avoir une connaissance très fine de la manière dont étaient présentées, organisées et réparties les collections dans le musée à cette période. Et il est à noter que là où Frédéric Mistral et ses successeurs firent faire des campagnes photographiques importantes au Muséum, Jean-Baptiste Julien Pignol fit de même à Marseille, dans son propre musée. Et ces cartes postales, qui montrent des vues assez figées, ne sont pas forcément, évidemment, à prendre en compte de la même manière que d'autres sources, puisque, bien entendu, elles offrent une mise en scène qui est souvent assez léchée, assez épurée, et qui n'est pas forcément celle du parcours et des expositions permanentes qui pouvaient s'y tenir à cette période. Voici d'autres vues qui concernent Château-Gombert et qui vous montrent à quel point cette campagne photographique a été largement réalisée, aussi bien à l'égard des dioramas qu'à l'égard des salles d'exposition, où, n'est-ce pas, le parti pris d'accrochage était très accumulatif et où, au gré des agrandissements, des fenêtres sont devenues des portes, conduisant vers de nouvelles maisons, et des portes sont parfois devenues de grandes portes cochères. Alors, il est à noter en outre que si les textiles apparaissent de manière régulière sur ces photographies, la difficulté, évidemment, réside aujourd'hui dans la pertinence, enfin dans la manière d'essayer de comprendre ce qui dictait l'exposition de ces costumes. Et on est confronté, dans le cas du musée provençal, à une singularité, c'est que dans une logique marquée par le primat du folklore, par des revendications identitaires, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, ce que l'on a vu notamment à Arles et dans le reste de la Provence à cette période, il est vrai que, et je pense aussi, je cite le cas du Moulin Fortville à Cannes, proche d'ici, qui finalement est vraiment de la même génération que le musée de Château-Gombert et à bien des égards peut lui ressembler, il est vrai que ces collections étaient en mouvement. Et je me permets de vous présenter ici une photographie du fondateur, de son épouse et d'une partie de leur famille en train de déguster les 13 desserts dans l'un des dioramas du musée. Vous savez que ces dioramas, généralement, sont assez figés. Au Muséum, en particulier, Frédéric Mistral les avait composés et toute la restauration exemplaire que Dominique Serena avait conduite visait à justement maintenir un cadre textile et maintenir une présentation textile très riche dans des espaces qui, bien entendu, avaient été conçus il y a plus d'un siècle par Mistral. À Château-Gombert, il est à noter que la présentation des textiles s'émancipait d'un caractère assez figé, puisque régulièrement, ces dioramas étaient investis par les propriétaires qui les utilisaient. Et je vous signale que Madame Pignol, que vous entreapercevez sur la photographie de gauche, porte des vêtements du XIXe siècle, issus de leur collection familiale, et les porte sans aucun scrupule, évidemment. Nous sommes là dans les années 1940, et ces pièces textiles que l'on voit porter ont intégré évidemment les collections du musée après leur mort, mais elles étaient totalement utilisées.
En outre, il est à noter que les textiles peuvent apparaître dans d'autres éléments. Les livres d'or du musée, où l'on fait état d'une collection pléthorique dès les années 1930, avec parfois des spécialistes qui ont commenté cette collection, notamment l'abbé Arnaud Daniel. Des assiettes commémoratives, nous en avons plus de 200, imprimées par Procéram à Aubagne, et qui étaient des assiettes qui étaient vendues lors des fêtes de Noël au musée et qui mettaient en scène une partie de ces dioramas. Et puis, bien entendu, des cartels, des étiquettes qui ont été conservées en grand nombre et qui ont permis, par conséquent, et ça a une importance vis-à-vis des textiles dont nous allons parler, de recréer tout un décor de manière assez archéologique en menant à bien une restauration, en abordant la maison telle qu'elle était, en conservant notamment le matériel électrique et en trouvant des substituts aux normes, mais qui fonctionnent, en déployant également des tableaux selon les clichés qui sont conservés avec un parti pris d'accrochage à touche-touche, mais aussi en réformant un certain nombre d'aménagements parasites ou d'additions tardives. Vous le voyez notamment sur la photographie de gauche en 2018, peu avant mon arrivée, Bon Espace qui avait connu des altérations et qui ont été donc entièrement refondus depuis et restitués à l'aune de clichés. Cela a une importance parce que du coup, cela limite l'exposition des textiles, nous en parlerons, mais surtout cela a obligé aussi à ressortir des réserves énormément de textiles d'ameublement, notamment des tentures, notamment des éléments qui se trouvaient dans cette maison, qui avaient été réformés par nos prédécesseurs car ils devaient sans doute considérer que ces éléments du XIXe siècle étaient d'un intérêt très second et finalement peut-être même très marginaux, alors qu'en réalité, ils participent à la décoration des intérieurs. Voilà également l'exemple d'un salon et d'une chambre qui furent entièrement reconstitués à partir d'une ancienne boutique. Et les dioramas, nous l'avons achevé cette année, ont été tous entièrement restitués à l'aune des clichés anciens, à la différence près, nous le verrons, que les costumes n'ont pas été redéployés pour l'instant. Et tout ce travail d'archéologie du décor s'est dédoublé de la création de réserves temporaires et de réserves tampons, où s'organise actuellement un important chantier des collections. Et le textile occupe une place prépondérante dans ce chantier des collections, puisqu'il y a plus de 2235 items textiles pour le moment. C'est un comptage qui exclut un grand nombre de caisses, de cartons et de cantines que je n'ai pas pu encore visiter et qui sont conservés dans des greniers, dans des soupentes et dans des réserves qui, malheureusement, offrent bien souvent des conditions de conservation inadaptées. Et voyez-vous, la particularité, c'est que, évidemment, les collections sont très protéiformes, aussi bien d'art décoratif, de faïence, de mobilier, mais actuellement, les salles historiques du musée nous permettent d'organiser ce chantier des collections en rassemblant par typologie d'œuvres les différents secteurs et en essayant d'organiser tout cela le mieux possible et avec des moyens qui, évidemment, vous vous en doutez, sont assez limités, puisque depuis 1928, ce musée est toujours sous un régime associatif, ce qui suppose un certain courage. Je vous parle d'ailleurs avec une voix, vous voyez, un peu éraillée, puisque le musée n'étant pas chauffé, nous tombons tous régulièrement malades sur ce champ d'honneur. Alors, venons-en au vif du sujet. La question des textiles est une question très importante parce que dans les priorités qu'il a fallu établir, je me suis arrivé moi-même qu'il y a 2 ans, c'est la première portion, en tout cas c'est le premier secteur qui a connu une campagne photographique, un dénombrement, non pas un récolement puisqu'il n'y avait pas d'inventaire véritable, c'était des inventaires très parcellaires qui ne prenaient pas en compte la totalité de la collection avec des numéros qui étaient parfois un peu baroques. Donc il y a eu tout un travail qui a été engagé avec le soutien de 2 bénévoles qui ne sont pas de la première jeunesse mais qui sont d'un dévouement admirable et qui ont apporté un concours extrêmement précieux pour pouvoir, dans le cadre des travaux qui sont en cours, reconditionner et évacuer toutes ces collections. Et c'est ce qui nous a du coup permis d'avoir une connaissance assez fine, en tout cas de l'état des fonds, mais aussi de découvrir un grand nombre de perles et un grand nombre de pièces qui étaient totalement ignorées ou qui n'étaient pas exposées depuis parfois un demi-siècle, voire plus. Alors, bien entendu, les dioramas qui étaient constellés de mannequins, comme au Musée Art Latin, étaient malgré tout dotés de mannequins qui n'étaient pas attachés à des scènes figées comme au Muséon. Vous savez que les dioramas composés par Mistral, notamment la visite à la Jacqueline, la visite à la Couchée, mettent en scène certains rituels dans une démarche très ethnographique et leur restitution a vraiment conservé les présentations qu'on connaissait par photographie. À Château-Gombert, ce genre de photographie abonde et montre que les mannequins étaient eux-mêmes en mouvement et par conséquent, il n'y a pas de période de chronologie, disons, relative à arrêter et on pourra, je pense, avec une certaine liberté, doter ces dioramas de mannequins, mais 2 problèmes se posent. Même s'il y a désormais une mise à distance, il n'y a pas de présentation hermétique de ces textiles. La lumière est désormais extrêmement contrôlée, mais il est évident que pour d'évidentes
diverses questions, leur conservation posera problème. Et vous le voyez, jusque dans les années 80, la répartition de ces textiles anciens se faisait dans l'ensemble des salles, sans mise à distance, bien souvent, et panachait aussi bien des vêtements tout à fait caractéristiques de l'ère marseillaise que des vêtements d'autres parties de la Provence, mais aussi des vêtements de travail et des vêtements très populaires, un fonds qui n'est pas à mépriser, me semble-t-il, puisque, comme vous le savez, c'est souvent un secteur de nos collections qui a été méprisé. Et l'exposition remarquable qui a été organisée à Grasse par le musée Fragonard, en mettant en lumière le costume populaire, se veut justement, vous le verrez, tenter de combler un déficit bibliographique qui existait sur cette partie du costume régional. Il est à noter en outre qu'à mon arrivée, donc il y a 2 ans et demi, les salles d'exposition qui ont été entièrement démantelées et vidées offraient quelques textiles, à la fois encore dans les dioramas, où certains avaient survécu par-delà le temps, mais dans des conditions parfois très aléatoires. Et puis, il y avait des textiles qui étaient exposés, alors du mieux possible, évidemment, avec les moyens très modiques qui étaient ceux de cette association, mais qui n'étaient pas toujours très orthodoxes, avec notamment, vous voyez, des cotillons piqués ici qui étaient épinglés, avec un certain nombre d'aménagements qui, bien entendu, sont ceux que l'on voyait jadis dans les musées d'art et tradition populaire et qui ne sont plus ceux que l'on voit aujourd'hui. Il est à noter en outre que beaucoup de mannequins étaient des mannequins qui avaient été plus ou moins trafiqués, aménagés, modifiés, et un grand nombre de mannequins, je vous ai mis non sans humour la photographie à gauche pour vous montrer un peu la figure de certains de ces mannequins. Je les soupçonne d'être d'anciens mannequins de magasins du 19e siècle ou du début du siècle. Alors, ils ont été pieusement conservés parce qu'ils sont en cire et certains ne sont pas inintéressants. Néanmoins, certains, vous en doutez, ne manquaient pas de faire peur aux gosses. Alors, la particularité, c'est qu'évidemment, ces présentations étaient elles aussi très accumulatives, mais comme le séquençage du parcours muséographique a été lui aussi totalement refondu, la disposition des costumes ne se fera plus forcément dans ce genre de vitrine cabine et ne se fera plus dans ces vitrines plates qui souvent étaient évidemment en proie à la lumière. Beaucoup de vêtements ont pu être insolés au cours du temps et puis avec, vous voyez, des modalités et des aménagements architecturaux très tardifs, notamment ces carrelages de grès et ces vitrines en alu. Cette salle, à l'heure où je vous parle, a notamment été totalement démantelée et n'existe plus. Alors, en dépit de la modicité des moyens, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tous ces aménagements qui porteraient évidemment à la critique un grand nombre de professionnels du patrimoine se voient ici dans la mesure où ce musée jouit de ressources extrêmement faibles et jusqu'à un passé récent jouissait de subventions qui étaient très aléatoires. Et Alain Jourdan, que je remercie encore d'être venu un jour d'hiver où la température talonnait les zéros, a vu effectivement qu'il y a une évidente inégalité dans nos musées entre les musées publics, les musées privés, parfois les musées publics qui ont été délaissés par certaines municipalités, ou les musées privés qui, comme Château-Gombert, ont un corpus d'œuvres tellement considérable et des locaux tellement lourds à entretenir que ces associations, à l'heure où nous parlons, sont extrêmement gênées, en tout cas s'organisent comme elles le peuvent, mais ont d'évidentes difficultés. Alors, voyez-vous, la particularité, c'est qu'il y a eu malgré tout des efforts extrêmement louables ces dernières années, notamment d'expositions qui visaient à signaler de manière très sporadique une partie des fonds. Et notamment, il y avait eu une exposition de Belvenue consacrée aux petits et aux piquets, qui avait permis de mettre en lumière un échantillon assez modeste, somme toute, de la très volumineuse collection de coton piqué. Et alors, l'une d'entre vous s'inquiétait de la question des couvertures, des cotillons, etc. Château-Gombert, sous cet aspect, possède un fonds qui est tout à fait pléthorique et qui est très complémentaire finalement de celui du musée Henri-Latin, qui, par son ancrage régional en Provence rhodanienne, vous vous en doutez, fait plus volontiers la part belle aux costumes d'Arles et à certaines spécificités locales qu'aux indiennes et aux piquets, et même à la piqûre et aux boutisses, qui à Marseille, vous vous en doutez, ont joué un rôle prépondérant. Il y a eu également des prêts sporadiques, notamment des dépôts d'œuvres, notamment ce très beau lit à la Duchesse du XVIIIe siècle, en taffetas et en piqué de soie, qui comprend des éléments pour certains rapportés, mais qui a conservé encore une remarquable courte pointe. Cette exposition avait eu lieu il y a quelques années au château de Souvence. Cela fait partie des quelques occasions qui furent offertes au musée pour présenter ces œuvres. Et comme je vous l'indiquais, ce qui a été publié est infime vis-à-vis de ce qui est encore conservé dans ces bâtiments. Et voilà ce qui, depuis 2 ans, nous a occupés. Alette Jourdan, quand elle vint au musée, arriva au balbutiement de ce plan de conservation préventive qui est en train d'être mis en place, avec un reconditionnement complet, comme je vous l'indiquais, un inventaire pièce à pièce,
des différentes pièces textiles et un reconditionnement qui s'efforce de redonner aux vêtements, avec les moyens du bord et avec du papier de soie, un certain nombre d'aménités qu'ils avaient perdues puisqu'ils étaient parfois esquichés dans des cartons, dans des cajots, enfin dans toutes sortes de modalités de conservation inadaptées, mais qui étaient liées au fait que la collection est tellement volumineuse que nos prédécesseurs ont eu évidemment à gérer cela comme ils l'ont pu. Ne disposant pas d'un logiciel me permettant d'indexer et de référencer ces pièces, notamment comme micromusée, que nous manions par ailleurs au musée de Marseille, pour le moment, je me suis limité à un pré-inventaire qui est un tableau à 24 colonnes, mais qui, malgré tout, par le système d'entrée et de mots-clés, me permet de me repérer. Ce pré-inventaire nous a permis, bien entendu, de connaître l'ampleur de la collection. Pour l'instant, le découpage chronologique mériterait évidemment d'être affiné par des spécialistes, puisque moi-même, j'ai consacré une thèse aux arts décoratifs, mais je ne suis pas un spécialiste textile et je ne me crois donc pas accrédité à dater avec une finesse absolue un grand nombre de pièces qui, vous le verrez, notamment pour la question des Indiennes et d'une datation bien souvent hésitante, et pour lesquelles certaines attributions anciennes doivent être évidemment abandonnées. Mais il est vrai que ce pré-inventaire, en tout cas, est en train de s'achever. Il reste encore à inventorier tout un fonds de paramantique religieuse très volumineux, avec des pièces du XVIIIe et du XIXe, mais qui pour l'instant n'a pas pu être ouvert parce que je ne dispose pas de caisse de conditionnement me permettant de redéployer les chasubles à plat convenablement sans les dégrader. En outre, il y a énormément d'œuvres connexes qui peuvent être agrégées ou en tout cas reliées à ce fonds textile, non seulement une très volumineuse collection de planches à imprimer, mais aussi des coupons d'indiennes que plusieurs membres ou donateurs du musée avaient constitués sous la forme de cahiers d'échantillons. Je n'ose imaginer le nombre de pièces peut-être remarquables qui ont été charronnées d'ailleurs pour constituer ces cahiers. Cependant, ces cahiers ont pour particularité eux aussi d'offrir avec une petite collection de chefs de pièces un très bel échantillon de ce que l'on pouvait trouver dans les garde-robes de la Provence méridionale, et en tout cas de la région marseillaise et aixoise. Et ces cahiers sont à mettre en relation avec les collections textiles, même s'ils n'en font pas directement partie, au même titre que quelque chose qui est très spécifique au musée d'ethnographie, ce sont les santons. Vous savez que le musée provençal est assez connu, est assez réputé par sa collection de santons, qui comprend plus de 4000 pièces, qui couvre une fourchette chronologique allant du XVIIIe siècle à nos jours. Et il y a énormément de santons habillés, dotés de coupons d'indiennes, et en particulier, je vous présente ici quelques-uns des nombreux santons de l'abbé Sumien que nous possédons, qui était un curé marseillais qui était visiblement bien plus habitué à fréquenter les ouvroirs que les évangiles, et qui a fait travailler un grand nombre de dames pour pouvoir habiller des santons qu'il commercialisait. Et il est vrai qu'on est souvent frappé par la qualité des proportions, des rapports de motifs, la qualité de dessin et la qualité de certaines indiennes qui ont été choisies. Et nous avons quand même plus d'une centaine de pièces de ce santonnier marseillais qui sont particulièrement intéressantes. Cela va jusqu'à des santons habillés du XXe siècle. Voici ce qui a valu à René Pesante, que l'on considérait jadis comme le pape des santonniers. Voici ce qui lui valut, il y a une trentaine d'années, son prix de meilleur ouvrier de France. La question des santons habillés va jusqu'au XXe siècle et comprend des pièces de choix auxquelles peuvent être également reliés un grand nombre de documents qui ont un lien très direct et qui constitueront des pièces de choix pour certaines expositions. Je vois que Valérie Breton s'engage au sujet de ce cahier de dessin qui vous reviendrait de plein droit, Valérie, car en effet, voici un remarquable cahier de dessin préparatoire d'un indienneur aixois du XVIIIe siècle. Les frères Gignoux, d'après les recherches remarquables d'Olivier Raveux, qui avait consacré ses travaux d'investigation aux indienneurs marseillais et provençaux, ces 4 générations de Gignoux, qui étaient originaires d'Uzès, qui étaient protestants, se sont fixés à Aix et nous avons la bonne fortune de posséder dans nos collections des cahiers de dessin qui sont d'une fraîcheur de coloris assez remarquable et qui peuvent être mis en correspondance avec un grand nombre de pièces de la même période. Il faut ajouter à cela un fonds de portraits qui est lui aussi important et qui est particulièrement riche d'indications. Alors, à la fois en ce qui concerne les portraits du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, qui illustrent d'ailleurs volontiers les dénivellations sociales, puisqu'il y a aussi bien des membres de la noblesse locale que des membres de la bourgeoisie. Et puis, il y a aussi tout un volet de peinture, notamment lié à Valère Bernard, un peintre de premier ordre à Marseille, qui, vous le savez, fut très proche du mouvement philibréen, et qui a immortalisé des types locaux. Voici notamment une poissonnière, non sans fantaisie sûrement, et non sans certaines conventions iconographiques, mais qui ont eux aussi, par les châles de cachemire, par les tartans, par les caracos, par ici même certaines pièces textiles et certains bijoux, un intérêt croisé avec notre thématique.
S'ajoutent également de très volumineux portefeuilles de dessins, de gravures, d'estampes. Et voici notamment 2 dessins des 18 et 19e siècles. Celui de droite est de Pierre Le Thuer, qui, vous le savez, est un artiste toulonnais qui avait immortalisé certaines figures qu'il avait croisées sur le port de Toulon. Ces dessins, eux aussi, ont un intérêt majeur et devraient être peu ou prou reliés à la nomenclature, en tout cas à la typologie des œuvres qui nous intéressent. Il y a également, ce qui peut être moins rare, mais le soin avec lequel cette collection a été constituée force le respect, un fonds d'estampes, de gravures et de lithographie extrêmement riche et qui lui aussi est directement lié aux pièces que nous possédons. Les frégates, par exemple, que vous avez sur la lithographie de droite, datée de 1835, nous avons la chance d'en posséder dans nos collections. Alors, dans des conditions de conservation qui, évidemment, peuvent surprendre, mais qui vont sans doute, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, reprendre de la vigueur et pouvoir être reliés à ces œuvres. S'ajoute également, et je crois que dans une perspective à la fois ethnographique et régionaliste, on peut difficilement en faire l'économie, s'ajoutent les très nombreux documents, et notamment les clichés de manifestations folkloriques où l'on voit des textiles portés par des particuliers ou par des membres du musée, et ce à différentes époques. Dans toutes les zones de la Provence où ces groupes ont été actifs, les fondateurs du musée provençal avaient d'ailleurs fondé un groupe qui est toujours existant, le groupe Les Félibrins, si bien que ces fonds photographiques ne sont pas à mépriser non plus, me semble-t-il, dans la mesure où, de surcroît, ils nous ont permis, notamment c'est le cas du beau fichu que porte Madame Julien Pignol et de la croix des votes qu'elle arbore au cou, certaines photographies nous ont permis de retrouver la trace de certaines pièces dont on ignorait tout de la provenance. Et évidemment, ce qui peut vous amuser, c'est que dans ces dioramas émaillés de mannequins, se glissaient parfois des personnages tout à fait vivants pour certaines photographies, ce qui vous montre vraiment à quel point la manière de concevoir une muséographie un peu figée dans ces musées de territoire et de société qui ont eu un destin si particulier, dans certains cas, doit s'émanciper de certaines certitudes parce que ces musées étaient parfois extrêmement différents. Et puis, un autre support iconographique dont le musée possède quelques beaux modèles, mais dont le sanctuaire immédiatement voisin de Notre-Dame du Château à Allo abrite une collection évidemment de premier plan pour la Provence, ce sont les ex-voto. Vous savez que Notre-Dame du Château, à côté du musée provençal, abrite plus de 400 ex-voto, dont la plupart sont anté-révolutionnaires. Ils ont échappé à la Révolution et ils offrent des représentations d'intérieur et des vues d'intérieur, avec notamment des personnages, qui sont d'une qualité d'exécution et souvent d'une précision peu commune. Vous vous en doutez, ces ex-voto qui sont en plus locaux, puisqu'ils sont issus du terroir marseillais, peuvent volontiers nous guider eux aussi dans la restitution de certains espaces, et en particulier, vous le voyez, les dioramas des chambres, notamment la chambre provençale, qui fait écho à celle que Mistral aménagea au musée Arlequin. Eh bien, l'ex-voto de gauche que voici, qui représente un féminicide, avec un homme qui égorge son épouse avec un rasoir. J'ai volontiers rongé la photo pour ne pas brusquer des âmes sensibles qui pourraient être parmi vous. Vous voyez que malgré tout, la scène du crime dévoile, outre l'accrochage du bénitier et des objets de piété, une armoire garnie de linge, et on pourrait multiplier les exemples tant ils sont intéressants dans une logique ethnographique. Et puis, qui dit textile, dit aussi dans ces musées de territoire et de société d'innombrables pièces, notamment broderies sur canevas, travaux de fin d'études des 18 et 19e siècles, nous en comptons quand même plus d'une cinquantaine, qui s'ajoutent à ces collections et qui vont devoir être aussi restaurées, réencadrées convenablement avec des papiers non acides et avec également tout un fond de béatilles, ces petites boîtes de nonnes, qui posent également des questions, puisque vous le savez, les religieuses des Carmélites qui les confectionnaient en Provence et ailleurs avaient recours à de nombreux textiles pour reconstituer ces intérieurs. Comme je vous l'indiquais, la difficulté, c'est qu'à ce musée d'ethnographie s'ajoute une maison familiale qui a été restituée. Et donc, voilà le détail d'une paillasse, d'un matelas garni de feuilles de maïs qui est conservé dans l'une des chambres. Voici également des tentures qui ont été remises à flot dans l'un des salons. Il y a toute une pompe et toute une parure textile qu'il a fallu prendre en compte. Et venons-en, puisque le temps est compté, à la collection à proprement parler et à certaines pièces. Château-Gombert mériterait des recherches et mériterait des études extrêmement poussées, et j'espère qu'un jour des étudiants s'empareront de certains secteurs et de certains dossiers pour pouvoir proposer des analyses comparatives, ou en tout cas même sérielles, de certaines pièces. Nous avons la chance de posséder un fonds qui est assez pauvre en soi, même si nous avons quelques très beaux gilets brodés du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, celui-ci qui est
brodée au point de chaînette avec des scènes pastorales et galantes est particulièrement remarquable. Bien entendu, qui dit Marseille dit Bouty, et le fonds de piqûre de Marseille et de Bouty est très considérable, puisqu'il comprend quand même près de 200 pièces, avec notamment des pièces du début du XVIIIe siècle. C'est le cas notamment de ce caraco, dont les mèches ont été teintées à l'indigo, et qui est un bel exemple de ce travail de Bouty vermiculé. Mais il y a également des couvre-pieds, des couvre-lits, des courtes pointes, des pétassos. Enfin, il y a évidemment toute la déclinaison possible de ces pièces. Il y a un fond d'indienne dont la fourchette chronologique est particulièrement remarquable puisqu'elle va du début du XVIIIe au milieu du XXe, avec évidemment également une particularité, c'est que certaines pièces, croyant sans doute bien faire, ont été thermocollées dans les années 1970 et 80. C'est le cas de ce remarquable cotillon en coton piqué, qui est une formale indienne de la première moitié du XVIIIe et qui, malheureusement, par son thermocollage, a connu des désordres évidents. Et puis, le fond d'indienne se signale aussi par des indiennes, alors d'une qualité d'impression très inégale. Certaines ont dégorgé, certaines ont été insolées. C'est le cas de ce caraco qui, vous voyez, offre des nuances parce qu'il a été sans doute exposé assez durablement. Cependant, toutes ces pièces ont été donc entièrement déposées, reconditionnées, et on a été surpris de découvrir, en particulier lors de la venue d'Aziza Greg-Mariotte, des pièces qui pouvaient se rattacher à la production de jouy de certains grands indienneurs européens, attestant et montrant bien à quel point, évidemment, les filières d'approvisionnement et de diffusion de ces indiennes en Provence étaient déjà entièrement mondialisées. Ces deux caracos du XVIIIe en témoignent, et une attention toute particulière dans le cadre du reconditionnement a été accordée à une campagne photographique des doublures, elles aussi, puisque, bien entendu, la question des doublures, mais aussi de certaines pièces plus modestes, comme ce corps souple, nous a permis de voir qu'à travers des ravaudages et à travers des reprises, on avait parfois à la faveur d'une de belles bicourelles, des chafarkani ou des pièces textiles totalement ignorées et de grande importance. Enfin, il y a bien entendu, et cela rassurera peut-être les inquiétudes de l'une d'entre vous, un fond de jupes piquées et de couvertures piquées assez pléthorique. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore fait le tour de l'ampleur de la collection, mais nous en sommes quand même à plus de 250 pièces pour ce qui relève des jupes, avec des jupes en excellent état pour la plupart, avec parfois des curiosités comme cette girafe d'un cotillon de mariage d'époque restauration. Mais il est vrai que sous cet aspect, il y aurait une étude à conduire orientée sur le corpus d'indienne de ce musée, qui est vraiment beaucoup plus riche, pour autant qu'on puisse en juger, que celui du musée en art latin, et qui est apparemment plus volumineux que celui du feu musée du Vieux-Marseille, dont vous avez rappelé tout à l'heure le souvenir, et qui en effet, aujourd'hui existe encore malgré tout, et c'est pour ça que je tiens à relayer ce que vous disiez, puisque vous savez que l'exposition qui se tient actuellement au Château Borelli, l'Asie fantasmée, a permis, j'en ai assuré modestement le commissariat, cette exposition a permis de piocher avantageusement dans les collections du musée du Vieux-Marseille, et pratiquement toute la galerie mode et textile du premier étage offre des pièces, des caracos, des cotillons, des mantelets de visite, etc., qui étaient jadis exposés à la Maison Diamantée. Voilà quelques exemples de ces ravaudages et de ces reprises et remplois particulièrement nombreux à Château-Gombert. Quelques exemples de courte pointe, alors là aussi importantes et qui sont parfois exposés. Pour l'instant, les travaux ne permettent pas évidemment d'avoir un accrochage très volontariste. En tout cas, je veux bride. Et puis, bien entendu, il y a quelques perles que je voulais partager avec vous et qui peut-être susciteront un intérêt pour venir regarder cette collection de plus près, notamment ce remarquable petit costume d'Arlequin du début du XIXe siècle, qui a été redécouvert fortuitement et qui est une pièce extrêmement touchante, dont on connaît le pédigré, qui vient d'une famille marseillaise, un vieux nom de Marseille d'ailleurs. Voici également un exemple de ces petites robes pour statues que nous avons, qui pouvaient envelopper des madones selon le calendrier liturgique et qui peuvent compléter aussi dans une logique ethnographique ces collections. Et comme je vous l'indiquais, à défaut de pouvoir exposer ces collections pour l'instant à Château-Gombert, compte tenu des travaux qui sont en cours et du chantier des collections qui est toujours en mouvement, nous avons pris le parti d'octroyer des prêts de manière très volontariste à différentes institutions, que ce soit au Château Borelli dans le cadre de l'exposition que j'évoquais, avec notamment pour les différents roulements qui ont eu lieu, puisque l'exposition dure 1 an, ce qui nous oblige évidemment à faire 3 roulements, et on s'y est collé. Et donc, vous avez des pièces de Château-Gombert qui sont venues avantageusement compléter celles du musée du Vieux-Marseille. Lorsque le chantier battait son plein, nous avons de manière assez cosmétique externalisé quelques pièces textiles à Moustier-Sainte-Marie, dans une logique plus volontiers régionale, pour tout simplement montrer une partie des collections alors qu'elles auraient pu être
enseveli dans l'oubli. Et enfin, j'achèverai ce très modeste survol, vous vous en doutez, par non seulement ce détail de l'exposition remarquable que vous allez pouvoir admirer tout à l'heure au Musée du costume et du bijou à Grasse, où nous avons prêté quelques pièces, puisque la thématique abordée, le costume paysan, est une thématique qui prévaut à Château-Gombert, avec notamment beaucoup de costumes issus du tiers-état. Et voici notamment un jeune couple qui a été reconstitué brillamment à partir de la gravure que vous avez tous à l'esprit, issue de la statistique de Villeneuve, de Christophe de Villeneuve, représentant, vous le savez, des maraîchers, des gens du peuple à Marseille, s'adonnant à différentes pratiques religieuses, et notamment à la Saint-Éloi. La bride en particulier vient de nos collections. Et preuve que Alette Jourdan a bien raison de frapper à toutes les portes et qu'on ne fera jamais assez d'estrambord à ce sujet. Il y a seulement 3 mois, un fonds de dotation, le fonds de dotation Mode Méditerranée, a, vous le savez, une politique assez volontariste à Marseille pour pouvoir donner un coup de pouce à des jeunes créateurs ou à des couturiers qui se nourrissent, qui sont issus de toute la Méditerranée, aussi bien septentrionale qu'améridionale. Et l'objectif était pour eux, nous les avons reçus à cette fin à Château-Gombert, de leur montrer que leur appétence pour les cotons imprimés, pour un certain nombre d'étoffes et pour un certain nombre d'imprimés tout court, puisait d'évidentes racines dans les productions d'indiennes des 18 et 19e siècles. Et ils sont venus toute une journée à Château-Gombert examiner nos collections, ce que nous pouvons renouveler pour un réseau comme le réseau Musée Méditerranée, bien entendu, et le programme que vous portez à l'aide, dans la mesure où, comme je vous l'indiquais, n'étant pas un spécialiste textile, je me contente pour l'instant de reconditionner tout cela et de mener une campagne photographique qui, je l'espère, trouvera enfin un terme, même si dans cette maison qui va bientôt fêter ses 100 ans, chaque tiroir, chaque grenier, chaque soupente offre un grand nombre de pièces de premier choix. Je vous remercie de votre attention.